Salut Yous, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, super. Alors aujourd'hui on va parler de growth machine, comment on crée une growth machine. Je pense que c'est le sujet central de ce chapitre 2 de New One Can Scale parce que tout est question de croissance. Comment on fait pour créer une machine à croissance, faire en sorte que ça aille toujours plus vite, d'expérimenter. On va reprendre plein de concepts qu'on donne tout le temps un peu de manière théorique et montrer un peu concrètement ce que ça veut dire de les mettre en place en tant que CEO ou même en tant qu'équipe finalement. Je te laisse la parole. On y va. Alors déjà, effectivement, comme tu le dis, la croissance, c'est quelque chose d'important parce que la croissance, c'est un peu le sang de la startup. C'est ce qui va faire que toutes les fonctions de la startup vont tourner et c'est surtout ce qui va permettre de mettre la startup sous tension. Un élément qu'on oublie quand on est entrepreneur, c'est qu'on a besoin d'intensité et cette intensité, on va la chercher aussi par la contrainte et la demande extérieure. Une organisation dont les mécanismes de croissance sont parfaitement au point, c'est une organisation qui va aller vite et une organisation qui va aller vite va avoir besoin d'être de plus en plus efficiente. Donc il y a une relation naturelle entre croissance, efficience, ambition. La croissance amène l'ambition, l'ambition amène l'efficience, l'efficience amène la croissance. Et ce truc organique, c'est pour ça que la croissance... Alors, les Américains parlent de growth machine. J'aime bien ce mot. Parce que c'est l'idée d'un mécanisme qui est mis en place. Alors, moi, je parlerais même de growth factory. Tu as d'usine, de process à growth. Alors, déjà, un premier élément, c'est que la tech a tout changé concernant le sujet de croissance, pour 3 raisons. D'abord, parce que le marketing et le produit ont mergé. Avant, le marketing, c'était de faire passer quelque chose qui n'était pas terrible pour quelque chose de génial. C'est Mad Men, quoi. Voilà, Mad Men. C'est marrant, je l'avais en tête. Et puis, petit à petit, il s'est passé un truc un peu marrant, c'est que les clients ont commencé à être informés, les clients ont commencé à donner du feedback, et les clients ont commencé à analyser la qualité intrinsèque du produit. Plus les clients ont été informés, et moins la possibilité de les arnaquer a été possible. Et donc, les business ont non seulement changé de discours, mais ils ont en plus changé leur approche par rapport au produit. La qualité du produit, c'est aujourd'hui un argument marketing. Et cet argument marketing, on ne peut pas vraiment mentir dessus. Résultat, aujourd'hui, quand on pense n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur, il faut penser produit et marketing comme un seul bloc. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux mettre dans mon produit qui va améliorer mon marketing? Comment mon marketing peut sublimer mon produit? La deuxième chose, c'est que on a besoin de moins en moins d'intuition et on a de plus en plus de data. Alors, petit problème là. Problème, c'est que on n'est pas très bien formé à la data. Je me demande même si on ne devrait pas faire un cours de stats dans Codeta. Tu veux dire de statistiques pures mathématiques ou... Ouais. Non mais peut-être même il faudrait trouver la version, faudrait trouver quelqu'un qui sache le faire en mode grand public. Mais grosso modo, moi je vois toute la journée des entrepreneurs raisonner n'importe comment sur leur data. Confondre corrélation et causalité, pas se rendre compte qu'un échantillon est statistiquement non pertinent, dire des trucs, un peu la blague de en Roumanie on met du sel devant la porte pour pas que les vampires viennent. Et personne n'a jamais vu de vampire, c'est bien la preuve que ça marche. Alors ça, les startups, chez moi tous les jours je vois des entrepreneurs me raconter des trucs comme ça. Malgré tout, si un entrepreneur sait analyser sa data, aujourd'hui, il a quand même la possibilité d'avoir des datas qui, il y a 10 ans, étaient très compliquées. Qu'est-ce que tu connais comme boîte qui analyse bien ces datas aujourd'hui? Parce que tu vois, là, on s'est inspiré de plein de cours qu'on a trouvés sur Internet. C'est beaucoup d'Américains, beaucoup de boîtes un peu geek, très tech. Donc, ils ont une notion de la data et du rationnel qui est très puissante. C'est vrai que si j'ai réfléchi chez The Family, on n'a pas 30 000 boîtes qui... Alors, pour le coup, toutes les boîtes qui marchent chez The Family sont fortes en data. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de secret, quoi. Fretlink, Payfit, Side, machin. Mais Kimono, par exemple, c'est un exemple de boîte qui a une data hyper précise. Le dashboard Kimono,
de gestion du back-end qui est fait dans un Google Spreadsheet en utilisant Google Data. Donc tu vois, vraiment niveau geekerie zéro, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de machin. Ils ont réussi à avoir leur taux de marge par commande, à savoir quel commercial performe et quel commercial ne performe pas à la journée. Et prenons un exemple. Tiens. Ça, c'est un bon exemple que j'aime bien. N'importe quelle sales organization va évaluer les commerciaux à 3 mois, 6 mois. Donc grosso modo, tu te dis que pour savoir si ton mec il est bon ou pas, tu vas mettre 3 mois à 6 mois. Si tu es capable d'avoir la data journalière, tu peux faire deux choses. D'abord, tu peux aider quelqu'un qui est à côté de la plaque à pas passer 6 mois à côté de la plaque et genre le jour où tu t'en rends compte, bah, c'est trop tard parce que rattraper 6 mois, c'est quand même beaucoup plus compliqué que rattraper une semaine en termes de management. Il faut retenir cette règle très importante en management, c'est qu'un feedback pas donné tout de suite, c'est un feedback qu'il ne faut jamais donner. Ouais. Parce que si tu dis à quelqu'un, il y a 3 mois, t'as fait ci, t'as fait ça, ça sert à rien. Comme dans toute relation. Comme dans toute relation, exactement. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, il y a un sujet dans le monde du commercial, c'est que les commerciaux sont des boulots de performance. Tu peux être sympa, travailler dur, être incroyablement joyeux, je sais pas quoi. Si tu vends pas, tu justifies pas ton boulot, en fait. C'est typiquement le genre de boulot où il y a une décorrélation totale entre l'effort, la bonne volonté, la discipline et le résultat. Il y a des gens, juste, ils vendent pas. Bon, bah, ils vendent pas, quoi. Si tu es capable de le savoir à la journée, ça change tout dans ta gestion. D'abord, parce que les gens dont tu vas te séparer, tu vas pas mettre 6 mois à t'en séparer, mais tu vas peut-être mettre 2 semaines. Et ça, en termes de compound, ça a un effet géométrique. Parce que il y a toujours cette règle de quand on accélère, on croît plus vite. Et la deuxième chose, c'est que on peut se rendre compte à l'inverse que des gens ont des super performances rapidement et ils peuvent apprendre aux autres pourquoi ils ont ces performances. Donc c'est un truc tout bête, mais d'être capable d'avoir cette data à la journée, c'est essentiel. Avant l'invention de Google Spreadsheet, c'était pas possible. Tout simplement parce que chacun avait son Excel, fallait que chacun fasse sa feuille, l'envoyer par email, collecter des datas, machin. Donc ça faisait un process qui était trop compliqué. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, la data, elle est fluidifiée dans toute ton organisation, quoi. Exactement. Et donc, même quand on n'est pas ingénieur, aujourd'hui, il y a de quoi automatiser et récupérer la data. Alors, évidemment, cette data est donc accessible de plus en plus facilement. Ça veut dire que dans les organisations, quand on parle de data structure, de data house, il faut aussi savoir quelle data est importante et quelle data est pas importante. Alors moi, j'ai une règle très simple pour savoir si une data est importante ou pas. C'est que je me concentre toujours que sur les datas sur lesquelles je peux avoir une action. Donc par exemple, les datas de conversion sur les homepages sont des bonnes datas parce que tu peux regarder ta conversion et tu peux itérer sur ta homepage quasiment quotidiennement pour voir si ça s'améliore ou pas. Par contre, à l'inverse, regarder des datas du genre qui font plaisir, nombre d'inscrits en bout du tunnel, tu peux pas faire grand chose en fait sur cette data parce qu'il n'y a rien d'actionnable, c'est trop général, c'est trop flou. Sauf si tu découpes en sous-étapes. Exactement. Ouais. Mais cette data-là va être un résultat, ça va être une vanity métrique, mais ça va pas te donner. C'est celle que je donne à la presse en fait. Exactement, c'est celle que tu donnes à la presse. Intéressant. Il y avait ta mère exactement. Ouais. Genre il y avait ce mème là qui a été posté sur Facebook l'autre jour où genre ils sont en réunion, tu vois, et ils ont un gigantesque dashboard et ils disent vous avez vu notre nouveau dashboard, il est incroyable. Et la meuf elle fait genre mais c'est quoi cette métrique qui est à 0, c'est notre niveau de compréhension des KPI. Avec la courbe qui descend. Là. Exactement. Ouais, j'ai vu ça. C'est un très très bon mème. C'est un très bon mème. Alors la différence aussi, c'est que la vitesse de scale a augmenté. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand on fait une entreprise, on doit se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur le marché et que d'autres gens, ils scalent. Et que ce qui était impossible à une certaine génération d'entrepreneurs est maintenant possible. Alors d'ailleurs, ça, c'est un grand sujet dont il faut parler. En ce moment, je rigole beaucoup, moi, sur Twitter avec les boomers. Il y a beaucoup d'hostilité avec les boomers. Depuis que cette politicienne australienne a dit à un mec qui l'interrompait « Yes, ok, boomer », je crois, ouais. C'est devenu une insulte. Moi, ça fait très longtemps que j'ai ce sentiment qu'il y a quand même un clash de génération et énormément de gens qui donnent des conseils aux entrepreneurs, surtout dans le monde
des entreprises plus traditionnelles, des PME, les vieilles startups, machin, ont tendance à dire moi, ça fait 30 ans que je fais du business, je sais ce qui est possible ou pas. Oui, enfin bon, là, il faut regarder les faits. Il y a des boîtes qui ont scalé à des échelles délirantes, même sans rentrer dans les super champions à la Uber, Facebook, etc., qui sont très éloignés de nous. Si on regarde aujourd'hui des entreprises du portefeuille de The Family, tu te retrouves avec des entreprises qui passent de 0 à 1 million de chiffre d'affaires par mois en moins de 2 ans. Oui, et c'est assez courant. Hein, genre, Pas assez à mon sens, mais... Moi non plus, je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est possible. On peut pas, voilà. on ne peut pas prétendre que c'est de la fantaisie, on ne peut pas prétendre que c'est un accident statistique. Et ça veut dire que il y a des techniques, il y a des méthodes que toutes les entreprises peuvent appliquer. Alors, une info hyper importante, mon cher Valentin. Oui, monsieur Hamar. C'est que la croissance, c'est pas l'acquisition. C'est pas la même chose. La croissance, c'est le process dont l'acquisition est une petite partie. Pourquoi ? Parce que si on a de l'acquisition sans conversion, on a un panier percé et il n'y a pas de croissance. Et c'est pour ça que c'est hyper important de ne jamais regarder aucune métrique en cumulé. Il faut toujours regarder ces métriques en valeur absolue. Par exemple, il ne faut pas regarder son nombre d'inscrits total, mais il faut regarder son nombre d'inscrits par semaine. Parce que sinon, ça monte toujours. Sinon, ça monte toujours. Ouais. Toute stat en cumulé monte, et donc on ne se rend pas compte. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ça monte non seulement en volume, mais il faut que ça monte aussi en mouvement. Il faut avoir plus de clients, etc. Donc, qu'est-ce que c'est le process de croissance ? C'est en fait tout le process qui comprend l'acquisition, l'activation, la rétention, toutes les stratégies de revenus et de pricing, et les méthodes de referral. Ça, c'est un process complet de croissance. Avant que tu passes, Ouais. moi, il y a un truc, une pensée qui est en train de devenir de plus en plus prévalente dans tout l'écosystème tech que je côtoie, qui est que ce funnel art, dont je parle beaucoup dans la saison 2, créer un produit, etc., c'est une très très mauvaise visualisation de comment fonctionne une boîte. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Pourquoi tu dis ça ? Le truc, c'est que, c'est une des choses dont je voulais parler un peu plus tard. Mais en fait, c'est que tu peux pas mettre un mec à l'acquisition, un mec à Ouais, l'activation. c'est ça. Ça fonctionne pas, en fait. Non, mais c'est pas. Oui, effectivement, c'est Genre, pas le but du framework. Quoi. Ouais, et c'est un truc qu'on donne beaucoup comme réfléchi. Ok, cette semaine, je vais me concentrer sur l'acquisition ou l'activation ou la rétention, et ça transforme en silo en fait les différentes parties de ton business. Effectivement, je l'avais pas vu comme ça. Et ça marche pas en fait. Je l'avais pas vu comme ça. Alors effectivement, faut le voir pour ce que c'est, à savoir un funnel des flux dans ton entreprise, pas un funnel des gens. Tu veux dire des gens de tes clients ou de ta team ta team. De ta team. C'est pas un framework d'organisation. C'est un framework pour dire, ok, les gens ils arrivent là, ils s'activent là, ils dépensent là, ils réfèrent là. Donc c'est vraiment un parcours client, quoi. Ouais. Et le but du jeu, c'est de vérifier qu'aucune étape de ce parcours client a une friction qui n'est pas résolvable. Mais la meilleure façon de travailler sur ce framework, c'est d'avoir des owners qui vont de acquisition à referral par expérience. Et ça change tout. Parce qu'en fait, les types suivent toute la vie du client. Un client ne peut pas on peut pas se dire, ah bah tiens, ce client, j'ai une super stratégie d'acquisition, mais derrière, c'est pas de ma faute, c'est les gens du referral qui n'y arrivent pas, les gens de l'activation qui n'arrivent pas à le convertir. Ouais. Voilà, c'est le meilleur moyen d'avoir une guerre en interne pour rien, quoi. Faut Ouais. absolument. Et d'ailleurs, c'est une règle de base dans les startups, c'est qu'il faut jamais casser l'ownership. Une startup n'est pas une usine. Elle n'a pas besoin de division sociale du travail. Elle a besoin de commitment et d'ownership. Il vaut mieux, si tu as une équipe de 10 personnes qui travaillent à l'acquisition, il vaut mieux 10 personnes qui font 10 expériences différentes, complètes, que d'avoir 3 personnes à l'acquisition, 2 personnes à l'activation, etc. Parce que du coup, en fait, c'est plus un framework, donc non pas sur qui travaille sur quoi et comment j'organise ma boîte, mais sur oublie pas dans ton travail, quand tu crées une expérience client, Exactement. chacune de ces étapes. Parce que si tu en oublies une, c'est sûr que c'est dead. C'est sûr que c'est dead. Ok, compris. La régie suit pas derrière. Je prends la télécommande. Mets-toi bien. Alors, ce qui est marrant avec la growth, c'est que c'est l'intersection entre 4 disciplines
qui jusqu'à présent ont des formations et des parcours de vie différents. Ça, c'est un grand challenge de la transformation économique qu'on est en train de vivre. C'est que l'école a été construite pour former des gens au product, et encore, des gens au marketing, des gens à la data, des gens à l'ingénierie. Et les gens adorent se définir par leur identité éducative. Je suis ingénieur, je suis data analyst, je suis je sais pas quoi. Alors le problème, c'est que les startups, elles ont ni besoin d'ingénieurs, ni de data analyst, ni de product manager, ni de je sais pas quoi. Elles ont besoin de gens qui own, encore une fois, on retourne sur ce concept d'ownership. On a besoin de gens qui se sentent responsables de la performance, du bien-être de la boîte et qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelle que soit ton origine, si tu veux prendre au sérieux le sujet de la growth machine, tu es obligé de prendre au sérieux ces 4 sujets. Tu peux pas dire, ouais, moi je suis super fort en ingénierie, mais je comprends rien en product. Tu peux pas dire, je comprends rien en product, mais je suis fort en marketing. Tu es obligé d'être un homme de la Renaissance et de prendre à bras-le-corps ta formation sur ces 4 sujets. Parce que ces sujets sont interdépendants. Il n'y a pas de marketing sans data, il n'y a pas de data sans product, il n'y a pas de product sans ingénierie. Et les décisions que tu vas prendre en product, tu as besoin de pouvoir les implémenter en ingénierie. Avant d'atteindre une taille d'organisation et de structure où les gens n'ont plus besoin de own le concept en entier et où vraiment tu as une division sociale comme dans les grandes boîtes, je peux te dire que tu peux atteindre des grandes tailles. Et surtout, c'est même pas sûr que ce soit très efficace. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont des super pouvoirs, qui arrivent à automatiser des choses, qui arrivent à avoir du leverage et qui arrivent à avoir une expérience complète. Parce que, en fait, toutes ces stacks, que ce soit la stack product, marketing, data ou engineering, a été commoditisée par des outils qui permettent à des gens de faire 10 fois ce qu'ils faisaient avant. Avant, un ingénieur qui devait programmer un login sur un site, il y passait 3 semaines. Aujourd'hui, c'est une ligne. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne pense pas marketing. Et ça, il faut absolument, en interne, faire des efforts énormes pour que tout le monde se sente responsable de ces 4 piliers, quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur. Il faut forcer les ingénieurs. Alors, j'ai des petites techniques, moi. Par exemple, l'ingénierie, j'adore leur faire du support client. Très truc tout con, tu les mets devant des vrais humains. Au début, c'est comme les vampires avec la lumière. C'est horrible. Et puis, ils finissent par y prendre goût. C'est terrible, c'est terrible. Ah mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Sur la data, c'est très simple. Petite technique toute bête. Tous les dashboards et toute la data et toutes les KPI doivent être envoyés à toute la boîte à date fixe par un email automatique, un truc. Et avoir une réunion all-in où cette data est analysée collectivement. Ce qui fait que des gens qui raisonnent mal sur la data peuvent être corrigés par des gens qui raisonnent bien. Et c'est un processus d'apprentissage collectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la growth, c'est un système qui se pense dans un cerveau et qui est transmis au reste de la team par communication, ou c'est un truc auquel tout le monde doit penser en fond et personne own le concept de growth? C'est quelque chose auquel tout le monde doit penser, personne own le concept de growth. Okay. C'est quelque chose qui doit être dans la culture de la boîte. Il faut que tout le monde, sur ces 4 piliers, il faut que les gens en ingénierie puissent faire des feedbacks produits, il faut que les gens en product puissent faire des feedbacks marketing, il faut que les gens en marketing sachent faire de la data, il faut que la data alimente tout ça, et que même si tu es suffisamment gros pour avoir des gens qui sont spécialisés, parce qu'il y a des moments, tu as des boîtes où oui, il y a des data analystes qui font les tableaux de bord, parce qu'il y a tellement de data, d'expérience, etc., qu'il y a besoin d'un mec dont c'est le métier. Mais si ce mec, il sait pas comment ça va impacter l'engineering, comment ça va impacter le product et comment ça va impacter le marketing, je peux te dire que ton process growth va diverger. La seule façon de faire converger le process growth, c'est que ces 4 piliers soient une même et seule équipe. Et que ces 4 piliers soient ownés par tous les membres de cette équipe. Et alors, je disais pour la data, éduquer tout le monde avec des all-end data tous les 15 jours, toutes les semaines. Facile, 1 heure, tous ensemble, les gens posent leurs questions sur la data, il y a une présentation, ces KPI vont bien, ces KPI vont pas bien. Il y a une boîte là, du portefeuille de The Family qui a commencé à le faire récemment. Leur performance a explosé parce que d'un seul coup, des gens se sont rendus compte qu'il y avait des trucs qui tournaient pas dans la data, qui étaient en fait de leur responsabilité. Ils en avaient pas conscience avant. Pour le marketing, ça vaut le coup de vraiment partager avec tout le monde les efforts marketing, les pubs, la communication, tous les efforts marketing. Une bonne équipe marketing, c'est une équipe qui fait autant de travail pour l'extérieur que l'interne. Vendre à l'interne et transformer chacun des salariés de son entreprise en un vendeur né du produit de l'entreprise, ça devrait être l'obsession numéro 1 de tous les CEO. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas en France.
à quel point des gens peuvent travailler dans des boîtes et être des très mauvais vendeurs de cette boîte. C'est une honte. Parce que savoir vendre aux autres, c'est aussi savoir vendre à soi. Et Exactement. donc, dans ton travail, ça rend le truc plus Et donc, puissant. c'est hyper important de vendre en interne autant qu'on vend en externe. Si on a 20 personnes dans son équipe et que ces 20 personnes ne sont pas les premiers supporters, fans, évangélistes du produit, mais qui va l'être ? Et souvent, les gens ont beaucoup de complaisance à ce niveau-là. Ils disent oui, mais en fait, ils sont pas la cible. Alors j'adore quand les gens disent ça. Pas la cible. Ah oui, d'accord, pas la cible, mais ils fabriquent le produit. Donc il y a un moment, même si t'es pas la cible, tu dois être passionné du sujet, quoi. Par exemple, une boîte qui nous fascine, nous as The Family, qui fait ça incroyablement bien, c'est Payfit, puisque tous les gens qui travaillent chez Payfit ont l'air d'être passionnés par la fiche de paye. Si une boîte arrive à passionner les gens par un truc aussi chiant qu'une fiche de paye, je pense que tout est possible. Je pense que la barre, elle a été set et que si eux, ça va vite en plus. Enfin, c'est un système de répétition. Quand tout le monde autour de toi est en train de le faire tout le temps, tu finis par fitter dans l'organisation. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est vraiment une responsabilité de l'entrepreneur de comprendre que son marketing interne est aussi important que le marketing extérieur. Et donc, ça demande du rituel. Ça demande des cérémonies. Ça demande, par exemple, chez Uber, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée récemment que je ne connaissais pas. Feu Travis, sulfureux CEO qui avait quand même des qualités. Il avait un rituel en interne, c'est que il avait tellement d'argent qu'ils passaient leur temps à faire des prêts. Et en fait, en interne, pour s'entraîner, Travis faisait des investor sessions avec les employés, tirés au sort. Et les employés pouvaient assister aux présentations qui étaient faites aux investisseurs. Et donc, quand il y avait 10 investisseurs qui venaient pour avoir une présentation de Travis, il y avait toujours 10 ou 20 employés. Et ça, c'était un mouvement permanent pour que 100% des gens voient comment, en interne, la boîte était vendue aux invests. Ça, c'est du génie. Ça, c'est vraiment... Ouais. Et ça montre que ce type, il sait vraiment ce que c'est manager des gens. Il sait ce que c'est créer de la confiance, du mouvement, de la pertinence. Et mettre les gens à égalité avec les investisseurs, c'est aussi montrer aux gens de l'interne l'importance qu'ils ont. Et donc, ils vivaient ces pitchs avec les employés comme un pitch avec un investisseur. Puisque de toute façon, il y avait les deux. Mais cette énergie, elle est super, super importante. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on a évoqué l'idée de lever avec coup d'État, j'ai fait un deck. Et en fait, les retours les plus intéressants que j'ai eu sur le deck, c'est ceux de la team, quoi. Genre tout le monde était là, genre ouais. Enfin, casser le game de l'éducation, ça vient de là. C'est qu'à la fin, j'ai juste écrit vite fait In the end, we are here to break the game, tu vois. Et Philzy était là, genre, mais c'est incroyable, c'est ça qu'on doit vendre et tout. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette. Et ça te marque, en fait, en tant qu'employé. J'aime pas trop le rapport employé-entrepreneur, mais ça te marque, ouais. Ok, compris. Évidemment, sur le product, petite technique pour involve tout le monde, c'est tout simplement d'utiliser le produit. Je pense que c'est par exemple, le plaisir que je prends à être client coup d'État, c'est, je pense, un plaisir que beaucoup de gens devraient avoir avec leur propre boîte. Il faut savoir être client. Par exemple, j'avais une fois entendu Bernard Arnault dire qu'il rêvait d'être anonyme pour aller dans ses boutiques espionner les gens. Alors, ça peut avoir l'air creepy comme truc, mais en fait, c'est génial. Et par exemple, on a un entrepreneur de The Family qui a une technique que je trouve à mourir de rire. C'est qu'il appelle son service client et il invente des problèmes. Et évidemment, son service client ne reconnaît pas sa voix et il regarde à quel point. Et le fait d'être à ce point involved dans l'expérience client, c'est hyper important. Récemment, avec Balthazar, on regarde plein d'interviews de Steve Jobs. On est dans une phase nostalgie Steve Jobs. Et j'ai vu une interview de Steve Jobs où il dit que son pouvoir spécial, c'est qu'il est le client le plus exigeant d'Apple. Il est ni un ingénieur, ni un product développeur, ni un designer. Il s'en fout de ce qui est possible ou pas possible. Non, il veut avoir cet œil client où tout est possible et il n'a pas trop conscience de la complexité de ce qui est possible ou pas possible. Parce que c'est ce qui fait que ça lui donne envie de pusher les boundaries. Et ce bon sens client, c'est quelque chose que trop d'entrepreneurs oublient. Notamment parce qu'ils aiment bien être experts de leur propre boîte, ils aiment bien être experts de leur propre complexité, et ils aiment bien être insider. Alors qu'en fait, il faut sur le product être un bon outsider. Parce qu'il faut toujours avoir cette force de voir les choses avec un œil neuf. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point le scale est une affaire de
détail. C'est pas une affaire de généralité. Tout le monde pense que le scale, c'est une affaire de gens qui trouvent des grands trucs, des choses impressionnantes. Non, c'est des milliers de petits trucs. Par exemple, j'ai lu un article récemment que vous pourrez donner comme référence, qui est dans le New Yorker sur Google, et qui raconte la crise existentielle que Google a eue en 1997. En 1997, Google a été down pendant 6 mois, ou en 99, a été down pendant 6 mois. Pendant 6 mois, les résultats qui étaient affichés sur google.com étaient des résultats qui avaient été indexés 6 mois avant. Et l'index de Google était tombé. Et personne ne savait pourquoi. Impossible de savoir pourquoi. Au sein de Google, personne. Personne. Ok. Et il y a 2 ingés qui ont décidé de ce problème existentiel de s'y mettre à fond. Et en fait, c'était leur connaissance profonde du hardware qui leur a fait découvrir que en fait, Google était en train de pusher les boundaries du hardware et que le problème était hardware et que le problème avait besoin d'une solution hardware. Qu'en fait, les 2 ingénieurs ont été jusqu'à savoir comment étaient fabriqués les disques durs et comprendre que c'était en fait la façon dont les data étaient inscrits sur les disques durs qui posait problème avec le software et qu'il fallait résoudre ce problème hardware par du software. Et ils ont réussi à redémarrer l'index de Google et redémarrer Google. Et ça montre que pour scaler, il faut connaître les détails infinis d'une entreprise et on ne peut pas connaître les détails infinis d'une entreprise autrement que par la pratique constante en tant qu'outsider. Je m'explique. Vas-y. Si tu regardes ça comme un truc d'insider, si tu te dis le problème que Google a, c'est un problème d'ingénierie, tu vas pas aller regarder le hardware. Parce que tu vas le prendre comme ton petit job. Alors qu'en fait, tu dois te dire, moi je suis client, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais je vais aller regarder tout cet ensemble qui essaie de me délivrer. Et comme ça, avec un œil neuf, avec un œil naïf, je vais pouvoir découvrir le détail que je n'avais pas vu avant. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir justement cet œil naïf, cet œil externe. L'interne, c'est une menace. L'interne, c'est la routine. L'interne, c'est le fait de croire que les choses seront toujours vraies. Et l'interne, c'est résister au changement. Or, le changement, lui, il est naturel, il est permanent. Et comment parce qu'il y a quand même une dualité entre les deux, genre qui dans la boîte est censé être plutôt interne, qui dans la boîte est censé être plutôt externe. Moi, aujourd'hui, je suis CEO, mais c'est une grande blague, tu vois, parce qu'en fait, on est 5 dans l'équipe, donc je bosse un peu avec tout le monde, donc j'ai forcément de la fierté dans mon taf. Le regarder comme un outsider, c'est le but vers lequel je tends depuis que tu me l'as conseillé, mais en fait, c'est hyper dur. On fait quoi? Et bien là, il faut pratiquer, il faut le faire, et surtout, il faut comprendre que c'est la seule façon de vraiment break the game. En fait, pour le coup, je pense que c'est le test humain le plus fondamental dans les entreprises qui essaient de scaler. Dans l'idée de anyone can scale, c'est pas everyone can scale. Et je pense que l'un des critères numéro 1 de scalabilité, c'est la capacité à regarder les choses avec distance et neutre. Mais qui dans l'organisation? Tout le monde. Il faut réussir à créer des organisations où tout le monde le fait. D'ailleurs, les organisations comme Google, Facebook et Uber sont des bons exemples d'organisations où les gens ont arrêté de faire ça. Et le jour où ils ont arrêté de faire ça, ils ont été nobilistes. Prenons un exemple. Pourquoi Facebook est complètement passé à côté de Cambridge Analytica et de l'ampleur de Cambridge Analytica? Parce qu'ils ont regardé ça avec un œil interne. Si tu regardes les arguments que Facebook développe, c'est quoi? C'est des arguments de type, c'est pas rationnel, c'est pas sérieux, c'est de la data qui compte pas, pourquoi on nous emmerde? Et ça, c'est des critères d'experts, internes. Si Facebook avait regardé ça avec un œil externe, en disant « Putain, ok, ces mecs ont trahi ma confiance ». Pour te dire que tu as trahi la confiance, il faut te mettre de l'extérieur. De l'intérieur, toi, tu sais que tu n'as pas trahi la confiance. Tu te sens que tu es un mec bien. Mais c'est parce que tu regardes ce que tu es et pas ce que tu es perçu. Et cet effort-là, c'est en général le moment où les boîtes arrêtent de scaler. La fin du scale de toute organisation, c'est le jour où une organisation n'arrive plus à se regarder de l'extérieur. Même chose chez Google. Quand Google fait des contrats avec l'armement, pourquoi c'est un problème? Parce que le Don't Be Evil a été pris très très au sérieux par les fans de Google. Et donc, ce jour-là, Google, ils ont développé quoi comme argument? Ils ont développé des arguments internes. Ben non, mais on est une boîte américaine, le légal nous dit qu'on n'a pas le choix,
le département de justice américain est un gros client, c'est beaucoup d'argent pour notre balance sheet. Tout ça, ce n'est que des considérations internes. Mais si tu te places du point de vue externe, c'est tu touches pas aux armes parce que tu es un mec bien. Tu vois? Et donc, ce critère, il est différent. La même chose pour coup d'État. Je peux te le donner, la vague interne-externe. Si tu regardes coup d'État de l'interne, tu peux très vite te dire que le but de coup d'État, c'est d'avoir les meilleurs entrepreneurs qui pigent. Alors que c'est pas un effet de sélection dont tu as besoin sur coup d'État, c'est un effet de réseau. De l'externe, ce que tu as envie, c'est que du mec qui kiffe parce qu'il regarde une vidéo jusqu'au mec qui change profondément sa boîte, tout ça soit un tunnel continu. Il ne faut pas que le type qui juste kiffe se sente mal, parce que sinon ça devient un effet de sélection et c'est plus un effet de réseau. Et c'est typique de à quel point on peut regarder coup d'État de l'extérieur. C'est pour ça que moi je regarde coup d'État comme un client. Parce que je me dis, moi j'ai pas une boîte qui scale par exemple, j'ai une boîte qui s'appelle The Family, c'est par définition un truc qui n'a pas besoin de scaler. Et quand j'apprends des choses, je me dis, est-ce que quand même j'apprends des trucs, est-ce que ça me motive, est-ce que ça m'inspire, etc. Parce qu'en fait, si moi ça me fait chier de regarder une vidéo, je vois pas comment quelqu'un d'autre dehors aura envie de la regarder, quoi. Un des conseils que je donne beaucoup aux entrepreneurs que je suis, c'est joue à ta boîte. C'est un très bon conseil. Ça te permet d'avoir du recul, quoi. Quand j'ai enregistré la saison 2, c'est un concept que j'avais pas compris. Donc je parlais beaucoup de qu'est-ce que tu fais en produit pour faire de la croissance, genre sprint après sprint, comment tu fais pour prendre des décisions qui font que tu fais de la croissance avec ta boîte. Et en fait, c'est un mauvais conseil parce que c'est deux choses extrêmement différentes. Genre aujourd'hui, je me rends bien compte que ce qu'on fait chez Coup d'État, c'est que d'un côté, on crée la valeur principale pour les clients. Et d'un autre côté, on met en place des mécanismes de growth qui, grosso modo, font de la conversion, donc transformer les clients, enfin les leads en clients, et de la rétention, donc transformer les clients existants en clients récurrents. Et en fait, c'est deux choses très différentes parce que tu vas pas y penser de la même manière. Et alors, il y a des trucs produits que tu peux mettre en place qui vont faire que le niveau de qualité de ton produit va être tel que tu vas générer de la rétention, donc ça se mélange un petit peu. Mais si tu veux avoir un vrai impact, faire des vrais efforts de growth, c'est des choses que tu dois penser séparément. Bien sûr. Et je pense que c'est un des sujets importants à aborder. Et donc, c'est ce qui nous amène à, c'est quoi l'objectif de la growth? Alors effectivement, l'objectif de la growth, c'est cette surcouche-là que vous voyez en vert foncé. C'est le fait de pouvoir aller plus vite et d'avoir donc plus de moyens. Donc, la vitesse, ça apporte l'efficience. L'efficience, ça apporte les moyens. Les moyens, ça apporte encore plus de croissance. Plus de croissance, ça apporte à nouveau ce nouveau cycle. Et vraiment, essayez toujours de penser cycle. Dans un épisode de Brotherhood, de Full Metal Jacket, pour devenir alchimistes, ils sont envoyés sur une île où ils doivent comprendre le rapport entre ce qui se passe sur l'île et ce qui se passe dans l'univers. Alors, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, c'est l'idée que tout, à toutes les échelles, c'est cette fameuse idée des fractales, et en fait un cycle. Les galaxies tournent autour d'un centre. Au sein de ces galaxies, tournent autour d'un centre. Au sein de ça, tu as des systèmes solaires qui tournent autour d'une étoile. Au sein de ça, tu as une planète qui tourne sur elle-même. Et au sein de ça, tu as des écosystèmes qui vivent en cycle. D'ailleurs, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, à chaque fois qu'on perturbe un écosystème, c'est catastrophique, au-delà de l'impact écologique, surtout parce qu'on perturbe un cycle qui a besoin de se recomposer, et c'est pas sûr que la recomposition du cycle soit en notre faveur. L'exemple fabuleux de ça, que j'avais appris quand j'étais petit, qui m'avait traumatisé, c'est qu'on a déréglé le cycle des grenouilles en tuant les serpents. En tuant trop de serpents, en multipliant les serpents, on a tué les grenouilles. En tuant les grenouilles, on augmente le nombre de moustiques. Et en fait, tout un écosystème est déséquilibré parce que justement, une espèce diminue en nombre de valeurs. Et donc, l'écosystème lui-même est déréglé. Et donc, maintenant, on commence à mettre des pesticides pour tuer les moustiques. On a mis tellement de pesticides qu'on a maintenant des moustiques résistants. Et cette population de moustiques résistants est 2 fois plus nombreuse, et on a tous les problèmes sanitaires qui viennent avec ça. Et
un point hyper important, pourquoi je raconte ça? C'est parce que ce genre de problèmes sont souvent le résultat de bonnes intentions. Évidemment que les mecs qui ont mis les pesticides, ils partaient d'une bonne intention qui était réduire le nombre de moustiques. Sauf qu'en fait, c'est hyper compliqué d'appréhender la complexité. La complexité de la nature et des organisations n'est pas accessible à nos petits cerveaux. Et c'est un peu la même chose dans une boîte. Dans une boîte, on doit penser des cycles, mais on ne doit pas penser qu'il est possible de prévoir le résultat de ces cycles ou de maîtriser ces cycles. On doit avoir cette force de les créer naturellement, de faire confiance à la nature, de ne pas être trop obsédé par ces process. Parce qu'en fait, les process, c'est une tentative de mettre dans des boîtes des choses qui, de toute façon, vont arriver naturellement. Et en fait, les organisations complexes sont hyper solides. Ce que Nassim Taleb raconte dans son livre Antifragile, qui est un de mes livres préférés, pour le coup, dans Antifragile, il explique qu'en fait, pour qu'une organisation soit vraiment antifragile, il faut qu'elle soit diverse, il faut qu'elle soit complexe, il faut qu'elle soit en réseau. On peut pas, si quelque chose est centralisé, ça casse très très vite. Et donc il ne faut pas avoir trop peur du chaos quand on est dans une startup. Le chaos, c'est pas une honte. Souvent les startups n'aiment pas le chaos parce que le chaos, c'est ce qui leur donne l'air de ne pas être professionnel. Or, les gens qui ont vraiment fait des choses extraordinaires sont des gens chaotiques. Je pensais récemment à cette anecdote qui me fait mourir de rire de Google et de leur Lego. Je crois que je l'ai pas raconté. Ça me dit rien. Google, au début, quand ils étaient dans le data center, ils avaient deux problèmes. Problème numéro 1, ils ne pouvaient pas acheter des beaux racks. Problème numéro 2, ils n'avaient pas d'employés pour gérer ces racks. Donc ils avaient créé une sorte de rituel où le week-end, les familles et les enfants des employés de Google venaient installer les câbles et les serveurs dans le data center. Et c'était un truc de cohésion d'équipe, le week-end. Et surtout, ils faisaient ça sur des racks en Lego, parce qu'ils s'étaient rendu compte que les Lego avaient des propriétés de dispersion de chaleur hyper efficaces. Et donc, ils faisaient faire aux gosses des Lego pour faire les racks, et ils mettaient les serveurs dedans. C'était quand ça? C'était en 98, 99. Okay. Il s'avère qu'à l'époque, il y avait un concurrent de Google, dont tout le monde a oublié le nom, Ecomi, qui avait levé beaucoup plus d'argent que Google, et qui était fait par des gens sérieux, tu vois, des gens, des ingés. Tu vois. Puis eux, ils avaient des beaux câbles en cuivre, avec des trucs et tout. Et ces mecs-là rigolaient en permanence à chaque fois qu'ils voyaient les trucs de Google. Et les mecs qui travaillaient chez Google avaient honte. Pourtant, c'est Google qui a gagné. Et c'est toujours comme ça. C'est pas parce qu'en fait, c'était des loufoques. Non. C'est parce que chez Google, comme ils n'avaient pas de moyens, ils étaient obligés de faire ce qui était essentiel. Et ils étaient obligés de le faire en cohésion et en force. Et ce chaos, tu vois, les câbles pas rangés, les trucs en Lego, etc., sont en fait une valeur ajoutée hors du commun. Et garder cet esprit start-up et cette culture start-up le plus longtemps possible dans une organisation, c'est la clé pour rendre cette organisation très antifragile. Parce que les mecs chez Google, ils programmaient ce qu'ils avaient besoin de programmer, ils développaient ce qu'ils avaient besoin de développer. Pendant ce temps-là, chez Ecomi, ils se branlaient beaucoup. Et en fait, ça rapporte rien de se branler. Il y a besoin, à un moment donné, d'avoir quelque chose qui soit sur le marché, qui soit utile et qui soit essentiel. Et ça vient aussi du fait que les gens n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas 36 moyens et ils doivent donc aller à l'essentiel le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais la honte que tu as de la façon dont ton organisation fonctionne, tu ne dois pas avoir forcément la même pour le produit que tu mets sur le marché in fine. Non, bien sûr. Google, ça marchait très bien, c'était impressionnant. Et justement, c'est tout le sujet, c'est que tu dois te concentrer sur l'essentiel. Tu t'en fous qu'en back-end, ce soit le bordel, si ton front-end est meilleur. Ok. Et donc, c'est sur cette super transition qu'on termine cet épisode. Non, parce qu'en fait, cet épisode-là, on l'a tourné avec Oussama et ça a duré 5 heures en tout. C'était très très long. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à couvrir pour arriver à créer une growth machine. Donc on a décidé de le découper en deux. On l'a découpé sur ce premier épisode qui est l'introduction à la growth, à la discipline de la growth. Donc je pense que maintenant, après avoir vu l'épisode, vous avez pigé ce que c'est. Et dans l'épisode suivant, sur comment créer une growth machine elle-même, on va vous montrer la méthode. Donc comment on fait cette fameuse boucle pour avoir des expérimentations de growth qui sont créées hyper régulièrement et de voir que même s'il y en a peu qui ont du succès, que la magnitude du succès de ces expérimentations-là, elle soit hyper forte.
Donc on se retrouve au prochain épisode pour parler de vraiment la méthode et de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place chez vous, dans votre boîte, pour arriver à faire en sorte que ça éclate tout.